Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Gabriel Bu. Moi je suis le directeur de la marque Citeos. La marque Citeos étant la marque du réseau des entreprises de Vinci Énergie qui travaillent dans le monde de l'éclairage et de l'équipement urbain. Alors d'abord je voudrais excuser la ville de Chartres qui devait se joindre à nous et qui n'a, en raison d'emploi du temps bien chargé, n'a pu se joindre à cette présentation. Mais c'est un projet que nous avons monté avec la ville de Chartres. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, tout démarre d'une révolution que nous vivons depuis quelques années dans le monde de la lumière, avec l'arrivée de la LED. Bon, je ne vais pas revenir, c'est pas l'objet de la conférence, mais bon, bien sûr, il y a surtout avec cette nouvelle technologie, donc une meilleure efficacité énergétique, une durée de vie qui est beaucoup plus importante, un faisceau plus directeur et moins de pollution lumineuse, et puis la capacité à faire varier donc les couleurs comme on le souhaite, mais surtout, donc la LED permet, contrairement aux anciennes sources d'éclairage, de commander instantanément l'allumage et de graduer la puissance de l'éclairage. Donc cette capacité à éteindre et allumer à volonté est complètement récente dans le domaine de l'éclairage, puisque avant, avec les anciennes sources, il fallait parfois plusieurs minutes pour faire cette fonction, et en sachant qu'en plus, c'était une fonction qui était délicate pour les sources, puisque ça les faisait vieillir, ce qui est moins le cas sur la LED. Voilà, donc cette nouvelle technologie nous permet aujourd'hui d'envisager des réseaux d'éclairage public qui puissent rester sous tension permanente, ce qui n'était pas le cas, puisque maintenant on allumait l'éclairage public à l'armoire, et donc toute la journée, quand c'était éteint, nous n'avions pas de tension d'énergie sur le réseau. Maintenant, quand on met de la LED et qu'on commande au point lumineux, on peut donc maintenir notre réseau sous tension et allumer à la demande l'éclairage. Or, ce réseau d'éclairage public, c'est un réseau donc d'énergie qui maille l'ensemble du territoire communal. Aujourd'hui, dans les villes, il y a pratiquement plus maintenant de rues non éclairées. Et ce réseau donc parcourt l'ensemble du territoire. Il permet de l'utiliser sans avoir à faire du génie civil complémentaire. Et puis surtout, ce réseau, il appartient à la ville. Avec la LED, donc la possibilité de le laisser alimenter en permanence nous permet maintenant d'envisager des nouvelles applications sur ces réseaux. Alors, des nouvelles technologies permettent de le rendre communicant de deux façons, soit en utilisant directement le câble électrique avec des courants porteurs, soit d'autres applications aussi, radiofréquences, donc en utilisant le luminaire comme antenne, ou pour pouvoir placer l'antenne sur ce luminaire. Ce que nous avons fait aujourd'hui sur la ville de Chartres, partenaire de longue date, nous travaillons sur la ville de Chartres depuis une vingtaine d'années, nous avons des contrats de longue durée où nous exploitons. Donc on a la ville de Chartres qui est avec nous, la communauté urbaine, et puis une start-up chartraise qui est Sysplug et qui nous fournit sur cette opération les boîtiers, les modules de communication sur courant porteur et qui nous permettent donc de rendre tous nos mâts d'éclairage communicants. Donc ce réseau est en plein centre-ville. Il concerne aujourd'hui 3 rues et une place. Et nous avons mis en service il y a maintenant une semaine la première phase de réalisation. L'objet aujourd'hui, c'est de rendre la ville de Chartres, smart, entre guillemets, de valider des technologies sur ce réseau, s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence avec la fonction première qui reste l'éclairage et que les services complémentaires ne viendront pas perturber, et de valider les technologies qu'on met en œuvre comme service avant éventuellement de les déployer. Donc valider aussi les business models, ça c'est un point important,
Et puis, l'idée étant pour la ville de Chartres de déployer ces services dans l'ensemble du territoire en fonction de leur intérêt et de la pérennité des systèmes. Alors, quels sont ces services aujourd'hui? On a envisagé 12 services. Il y en a 5 ou 6 qui sont déjà opérationnels. Alors, le premier, bien entendu, est de rendre l'éclairage intelligent. Donc là, sur ce quartier, maintenant, le réseau étant sous tension, nous allumons l'éclairage à la demande et dans des plages horaires. Et en plus, chaque mât a des capteurs de détection pour la détection véhicule, la détection piéton. Et donc, il y a tout un éclairage qui monte nous avons un seuil bas quand il n'y a pas de détection. Et dès qu'il y a détection, l'éclairage monte selon des niveaux d'éclairement qui sont différents, si c'est piéton ou véhicule. Ensuite, nous utilisons des capteurs pour les stations, les places de stationnement qui sont tout au long de ces luminaires. Et donc nous donnons, par des capteurs magnétiques sur le sol, nous donnons la présence d'un véhicule ou non sur la place. Cette information est donnée à la fois sur une application extérieure sur smartphone ou aussi sur des panneaux d'affichage qui sont à l'entrée des rues en question et qui donnent le nombre de places disponibles et qui évite donc aux véhicules qui cherchent une place à se rendre dans une rue qui est déjà saturée. Nous avons aussi une mesure de niveau sur les conteneurs à déchets qui sont dans le quartier en question et cette information est transmise pour l'instant à la ville, mais pourrait être transmise à l'opérateur pour lui faciliter ses tournées de relève et de collecte des déchets. Donc on lui donne l'information du niveau du bac de déchets. Ensuite, on a des capteurs environnementaux, on a une station météorologique donc, qui donne l'ensemble des informations sur le site. Nous envisageons, pour l'instant c'est pas opérationnel, mais nous allons mettre des hotspots Wi-Fi. Là, l'intérêt, c'est pas la communication, on va pas communiquer sur mais c'est d'alimenter donc avec ce réseau d'énergie les points Wi-Fi. On va mettre des capteurs hygrométriques qui vont faciliter l'arrosage de la zone pour les espaces verts. Nous avons mis en place aussi des capteurs sur la mobilité des personnes à mobilité réduite. Donc détection, enfin c'est pas une détection, c'est aujourd'hui avec un boîtier. Donc la personne à mobilité réduite informe quand elle veut traverser la rue, informe le système pour avoir un éclairage supplémentaire qui la met bien en valeur et qui permet qu'elle soit beaucoup plus visible. Voilà, recharge de véhicules électriques, nous en mettrons aussi une borne sur ce système. Et vous avez l'ensemble des autres applications et on terminera par une mise en œuvre aussi de systèmes Li-Fi directement sur les mâts d'éclairage. Voilà, alors j'ai un petit film qui vous montre un peu tout ça. L'idée, bon, là on a un outil de pilotage donc, qui permet d'avoir les informations qui remontent, par exemple la station météo donc locale, et tout ça sera donné en accès aux utilisateurs, voire à l'usager. C'est la ville qui décidera qu'en faire, quoi. J'ai un petit film qui vous présente. Alors,
Voilà l'ensemble des partenaires de cette opération. Donc, nous avons inauguré la première phase il y a maintenant une semaine. Donc, c'est opérationnel. Et nous avons 2 phases qui vont suivre dans les mois qui viennent. L'idée étant de tester cet ensemble pendant un an. Et la ville décidera par la suite donc des services qu'on va déployer dans l'ensemble de la ville petit à petit. Dès aujourd'hui, toutes les extensions au niveau réseau d'éclairage, la ville se pose la question de rendre le réseau communicant et déjà de mettre quelques-unes des applications. Bravo, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour gérer toutes les données ? Alors aujourd'hui, on a un système de GMAO et SIG et puis qui fait un peu de télégestion qui est le collecteur de l'ensemble des informations. C'est évident que les modèles derrière vont changer en fonction finalement de qui sera l'utilisateur de ces datas. Par exemple, si on peut imaginer que s'il y a un exploitant de ramassage des déchets, c'est vers son système qu'on enverra l'information. Aujourd'hui, nous, on a collecté les datas, on les présente donc sur un outil, mais aujourd'hui, tous les usages sont encore à inventer, en tout cas trouver les modèles business, les business models, qui vont pouvoir se mettre en place. Notamment, par exemple, pour le stationnement. Est-ce que la ville va passer le stationnement de surface à un opérateur ? À ce moment-là, on imagine bien l'intérêt pour lui aussi d'avoir l'information par rapport à son parc-mètre qu'un véhicule est positionné sur la place, or que le parc-mètre, lui, indique aucun paiement, quoi. On voit bien l'usage que l'opérateur peut en faire. Chartres, c'est la première application de ces systèmes-là ? Alors, il y en a eu un pas très loin ici, oui. Qui s'appelait le Board Connecté à Nice. Mais pour vous, c'est... Oui, alors on a un deuxième pilote qu'on est en train de lancer aussi, qui est sur la ville de Montesson. Où là, par contre, on choisit une autre technologie, puisque au lieu de faire sur courant porteur, on le fait avec des modules de communication radiofréquence. Et on imagine dans le futur que en fait, nos réseaux seront rendus communicants par un mixage des solutions technologiques. Il n'y aura pas une solution unique, ça sera en fonction du contexte, du réseau, de l'environnement, etc. Oui ? Sur l'utilisation par les personnes à mobilité réduite, les PMR, comment il actionne la lumière et est-ce qu'il y a un échange avec les nouvelles techniques, LED, qui permettent d'échanger de l'information sur la localisation, savoir à quel endroit. Oui. Les personnes en fauteuil roulant, c'est nécessaire, mais les aveugles. Voilà, alors c'est ce qu'on évoquait en finale, c'est-à-dire c'est le LiFi, ou un système équivalent, c'est la communication directement par la lumière. Alors aujourd'hui ça fonctionne très bien, il y a des systèmes aujourd'hui en intérieur, avec des distances plus proches, avec des capteurs donc, qui permettent, dans un environnement où déjà on a la lumière en permanence, c'est-à-dire les grandes surfaces. Aujourd'hui, il y a des premiers systèmes qui sont mis en œuvre avec géolocalisation qui permettent par la lumière d'informer l'usager de promotion locale, etc. Ils se baladent dans les rayons, ça a été mis en œuvre chez Carrefour là, récemment. Il se balade dans le rayon et sur son smartphone, il a directement la promo locale du rayon sur données transmises par le commerçant. Aujourd'hui, dans les espaces extérieurs, on n'en est pas là. Déjà, les applications LiFi qui fonctionnent et on est sur des distances beaucoup plus lointaines. On a une autre contrainte, c'est que l'éclairage, lui, on allume pas en permanence, mais par contre, on imagine le faire sur un luminaire, une seule LED qui servirait à faire la communication et non pas l'ensemble des LED du luminaire. Mais effectivement, c'est un des projets qu'on va mettre en œuvre sur ce système-là. Donc là, on n'aura plus, ça sera différent, on n'aura plus le système CPL, quoi. On s'abstrait de ce système-là aussi.
Pour revenir sur la personnalité à mobilité réduite, c'est un boîtier. Là, c'est comme ça qu'on l'envisage. On n'a pas de détection particulière. On est en train de tester, nous, des détecteurs à reconnaissance de forme, mais qui nous permettent soit de détecter, enfin, de faire le choix entre un véhicule, un piéton, voire un animal. Bon, par contre, après, détecter d'autres choses, ça sera un peu plus compliqué, mais pour l'instant, c'est un boîtier qui lui commande, voilà, qui permet, quand il arrive au passage clouté, de commander son allumage à lui, son éclairage à lui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une deuxième application, Monsieur Le Sauvage va nous présenter ce qu'est manche numérique et puis une application aussi d'éclairage à Saint-Lô. Voilà, tout à fait. Bonjour à tous. Je vais présenter cette application qui n'est pas stricto sensu de l'éclairage intelligent. On a un projet, je vais y revenir vers la fin, mais j'ai plutôt présenté une expérimentation qui est en cours, qui s'appelle Système et qui est une expérimentation de monitoring énergétique à destination des entreprises. Donc, je vais revenir un petit peu rapidement sur Manche Numérique. On fête nos 10 ans, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. En fait, on est un syndicat mixte, donc on regroupe le conseil départemental de la Manche et l'ensemble des communautés de communes du département, ce qui nous permet d'avoir la compétence d'aménagement numérique sur l'ensemble du territoire de la Manche. Donc on a vraiment un territoire complet qu'on peut couvrir. Cet aménagement numérique donc, a deux principaux items, qui est le déploiement des infrastructures, bien évidemment. Donc, actuellement, le FTTH, on est en train d'avoir une campagne sur 15 ans pour fibrer l'ensemble, 100% des habitants de la Manche, d'ici 15 ans, seront fibrés, ce qui représente à peu près 300 000 prises optiques. Et à côté de ce déploiement d'infrastructures, qui nous permet aussi, du coup, de proposer du service aux collectivités et aux citoyens, toute une batterie de projets de services innovants à usage donc, du citoyen mais aussi des collectivités dont Système fait partie. Donc voilà, on a la chance de pouvoir fédérer l'ensemble des collectivités et on porte leurs projets numériques. Donc nos projets peuvent venir aussi bien des citoyens mais aussi des demandes des collectivités que l'on mutualise et du coup et qu'on peut redonner ensuite, redescendre aux citoyens. Donc Système, c'est une expérimentation, comme je le disais, de monitoring énergétique à destination des entreprises des zones d'activité de la Manche. Donc l'ensemble des zones d'activité qui va s'étendre aussi au fur et à mesure à toutes les entreprises du département qui le souhaitent. Concrètement, c'est une application qui va mesurer les consommations des différents fluides énergétiques. Donc l'eau, la consommation d'eau, de gaz, d'électricité, la température ambiante. Toutes ces données donc, sont relevées en permanence et en direct et sont accessibles ensuite via un dashboard énergétique, un tableau de bord pour l'entreprise. Donc ces données non seulement sont disponibles en local pour l'entreprise, mais aussi on agrège et on remonte toutes ces données via notre infrastructure dont je parlais précédemment dans notre data center, ce qui va permettre d'agréger la donnée et dans un deuxième temps d'affiner aussi éventuellement des politiques publiques au niveau électricité ou des politiques d'énergie. Donc on voit un petit peu que les entreprises sont à peu près disséminées dans l'ensemble du département. On a vraiment un tissu dans la Manche qui est assez diffus. On n'a pas vraiment de métropole, bien évidemment, pas de très grosses entreprises, mais on a vraiment un tissu de TPE, PME qui est très diffus. L'intérêt de proposer cette application, c'était aussi que ce tissu de TPE et PME, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation comparé aux grands groupes, aux grandes entreprises de gestion et de monitoring de l'énergie. Donc là, on leur propose vraiment un premier pas, un premier pied dans un système dans lequel ils ne sont pas contraints pour l'instant. Donc c'est vraiment sur le système du volontariat et pour avoir un premier niveau d'information sur leur consommation énergétique. Donc typiquement, on a, comme je disais tout à l'heure, 4 types de capteurs de base. Donc un capteur qui va se mettre sur l'arrivée d'eau pour monitorer la consommation d'eau. La même chose pour le compteur de gaz, un compteur de consommation électrique et une sonde de température qui peut être mobile et mise dans n'importe quelle pièce de l'entreprise. Ça, c'est le pack, je dirais, le pack de base.
Le but aussi de ce projet, c'était qu'il soit modulable, donc qu'on puisse le proposer à toutes les entreprises, mais qu'elles puissent se l'approprier. Donc ça, c'est vraiment les capteurs de base. On a rajouté aussi, suivant les demandes des entreprises, des capteurs qui existaient déjà, qui souhaitaient raccorder à cette plateforme pour avoir les remontées des capteurs existants, typiquement des capteurs de consommation de machines-outils ou d'électrovannes ou autres. On a aussi rajouté des capteurs spécifiques à certaines activités, par exemple des capteurs d'hygrométrie, qui étaient vraiment spécifiques et aux besoins d'entreprises en particulier. Donc le but, c'était pas de coller non plus un modèle unique pour toutes les entreprises, mais vraiment de les rencontrer, de faire des visites et de voir quels étaient leurs besoins en termes de monitoring de leur consommation énergétique, pour vraiment leur offrir une expérience, entre guillemets, à façon et prendre en compte leurs usages et leurs besoins. Donc on voit que toutes ces données sont remontées en local sur un petit concentrateur, qui est un petit boîtier qui fonctionne avec un Raspberry Pi, pour ceux qui connaissent un petit peu ce type de matériel électronique. Et donc l'entreprise, n'importe quand, depuis n'importe quel équipement connecté à son réseau local, va avoir accès à son tableau de bord énergétique, qui lui aussi est totalement paramétrable. Donc on a des systèmes de widgets qu'on va faire glisser, déposer, agrandir, modifier. Et du coup, chaque entreprise peut aussi s'approprier son tableau de bord, le modifier, le personnaliser avec des onglets, avec des alertes également. Je reviendrai sur les différents items. Et également, comme je disais, toutes ces données sont également concentrées dans notre data center, ce qui permet donc d'agréger l'ensemble des données, mais également aux entreprises de pouvoir avoir accès à leur tableau de bord énergétique, même à l'extérieur. Via Internet, depuis n'importe quel poste connecté à Internet, ils pourront avoir le même tableau de bord que celui qu'ils ont en local. Ce qui permet, par exemple, au chef d'entreprise qui a plusieurs succursales, de pouvoir avoir l'œil sur toutes ces succursales depuis un seul écran. Donc on va retrouver typiquement de la consommation en temps réel, de l'historique de consommation, bien évidemment, un système d'alerte paramétrable également, donc suivant des seuils qui vont déclencher des alertes SMS, des alertes mail. Également, on est en train de travailler sur de la reconnaissance de patterns, ce qui fait que le système va pouvoir reconnaître des patterns de consommation et alerter automatiquement si on est hors norme, s'il y a des patterns spécifiques dans les consommations ou dans les données qui arrivent. Donc ça, c'est une évolution qui va venir. Le but, c'est vraiment qu'on ait une plateforme la plus ouverte possible. Ça tourne avec beaucoup de matériel open source. Les capteurs sont reliés à des cartes Arduino. Le concentrateur, c'est un Raspberry Pi, donc du matériel qu'on trouve sur Internet très facilement en open source. Le langage de programmation, c'est ce qu'on appelle du MQTT, donc c'est pareil, c'est du langage qui se trouve un petit peu partout. Donc c'est une solution très ouverte et très interopérable parce qu'on veut vraiment qu'elle soit justement évolutive avec les besoins de chaque utilisateur, mais aussi que nous, ça sera la deuxième phase, on va travailler avec ces usagers pour justement déterminer les besoins à venir et pour pouvoir vraiment facilement faire évoluer cette plateforme. Donc à l'heure actuelle, c'est une expérimentation qui a démarré depuis le début de l'année. On est à peu près à 25 entreprises raccordées. Ça continue d'arriver. La campagne de recrutement en cours. Ça représente à peu près 80 capteurs, donc tout type de capteurs, bien évidemment. 520 salariés et on a 35 000 m² de bâtiments couverts, à peu près. Voilà, pour les petites statistiques. Sachant que c'est une photo à un instantané, mais qui évolue aussi au cours du temps, puisque les campagnes d'installation et de recrutement sont toujours en cours. Donc, je voulais faire un point également sur la notion de partenariat. C'est très important pour nous, collectivités locales. On s'est appuyé sur un tissu économique, sur des acteurs privés, sur des acteurs publics, sur des associations. Il nous semble important dans ces projets de Smart City et de territoires intelligents de vraiment avoir un écosystème de partenaires pour faire évoluer, pour monter les projets bien évidemment dans un premier temps, mais pour les faire évoluer. Donc on a des solutions qui sont développées par des entreprises locales, cette solution qui a été développée par des entreprises de la Normandie, mais on a aussi accompagné par l'ADEME typiquement, qui elle va prendre le relais. Une fois que l'entreprise a ses consommations,
Et son information, effectivement, c'est un premier niveau d'information. Le but aussi, c'est de l'accompagner dans la suite pour faire baisser ses coûts, faire baisser ses consommations. Donc c'est là qu'on a des partenariats du coup avec l'ADEME qui, elle, va prendre le relais, qui va pouvoir faire des audits, qui va pouvoir accompagner l'entreprise dans une deuxième démarche pour faire diminuer ses consommations. On a aussi voulu que Système soit un outil de sensibilisation et un outil pédagogique. C'est pour ça qu'on a l'IUT Cherbourg-Manche qui est partenaire aussi du programme. Ça se traduit concrètement par des étudiants vont se servir des données qui sont remontées des capteurs dans le cadre de leur projet tutorat pour proposer également des audits énergétiques, des solutions pour faire baisser les consommations. Donc c'est vraiment un outil qui va servir à l'ensemble de la communauté, les entreprises bien évidemment, mais aussi outils de sensibilisation, de pédagogie. La CCI aussi est partenaire dans le même sens pour l'accompagnement des entreprises et bien sûr le conseil départemental, puisqu'on a aussi plusieurs collectivités qui sont connectées à cette plateforme et qui sont monitorées de la même façon que les entreprises. Donc le monitoring, pour nous, c'est pas une fin en soi, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est une première étape, effectivement, pour une prise de conscience, pour modifier des comportements. Mais cette plateforme, elle est aussi, pour nous, je l'ai déjà dit, un outil de sensibilisation du grand public, des usagers, des citoyens, un outil pédagogique qui aide les étudiants, mais qui aussi font prendre conscience aux entreprises de la nécessité de réaliser ces économies. Elle est, comme je le disais tout à l'heure, ouverte et évolutive. Donc on va travailler avec, on va dire, une communauté d'usagers. On sait toujours que dans ce pool d'entreprises connectées, il y en a qui vont être plus moteurs que d'autres. Et le but, c'est vraiment de travailler avec elles pour faire évoluer les usages, puisqu'on peut faire très facilement évoluer cette plateforme avec des nouveaux scénarios d'usage suivant les besoins. Donc on peut imaginer des usages de domotique, des usages un petit peu plus bâtiments intelligents, qui seront très faciles d'implémenter puisqu'on est sur le matériel, encore une fois, open source. Donc ça va se traduire par des workshops avec la communauté d'usagers, des hackathons qui vont avoir lieu l'année prochaine justement avec des étudiants, avec des entreprises. Donc voilà, toujours dans cette optique d'émuler, de ne pas s'en tenir au monitoring stricto sensu, mais vraiment de faire évoluer cette plateforme et qu'elle soit prise en main par les citoyens. C'est ça aussi notre but, c'est vraiment de faire une application qui soit utile aux citoyens du département. Ce qui nous amène à nos différentes briques. Je vais revenir après ce slide sur notre projet de Smart Lighting. Notre vision, nous, de la Smart City, on voit ces différentes briques de services qu'on a en haut. Donc on peut parler de monitoring énergétique, de Smart Lighting, de gestion des déchets, tout type de briques qu'on peut imaginer. Manche numérique, comme je le disais dès le début, a une infrastructure fibre optique donc qui couvre l'ensemble du département et qui interconnecte tous les sites publics, et un data center sur lequel remontent déjà des données. Le but, c'est vraiment de créer aussi un data hub départemental, un entrepôt de données qui va permettre, dans un premier temps, donc, de redescendre les données aux opérateurs, aux régies qui vont gérer chaque type de service, qu'il soit privé ou public, mais aussi via un portail Open Data qui va ouvrir en septembre, de redonner une partie de ces données, une fois de plus, aux citoyens pour de l'information, mais aussi à un écosystème d'entreprises ou de start-up qui va pouvoir développer des applications sur ce portail Open Data. C'est vraiment pour nous important d'avoir cette notion de data hub départemental et de gestionnaire public de la donnée. On sait bien que ça va devenir dans les années à venir un enjeu crucial, la donnée. On a de plus en plus de capteurs, on a de plus en plus de services qui se développent, de plus en plus de données qui remontent. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Qui est-ce qui va la gérer? Donc on commence à avoir des recommandations de la CNIL, de la FNCCR qui poussent justement pour un tiers de confiance, un gestionnaire public de cette donnée qui va faire un rôle d'arbitrage pour savoir où est-ce que va cette donnée, laquelle peut être rendue publique et laquelle peut être gardée dans ces entrepôts. Donc voilà, un petit peu notre schéma directeur pour ce qu'on pourrait appeler, nous, un territoire intelligent, puisqu'on n'a pas vraiment de métropole à équiper, entre guillemets. On pense vraiment au territoire intelligent comme on l'a toujours fait, puisqu'on a un département assez rural et, comme je disais, très diffus. Et pour terminer rapidement sur un projet qui va lui aussi démarrer en fin d'année, de candélabre intelligent sur la ville de Saint-Lô, donc qui est la préfecture de la Manche.
projet typique donc de candélabre intelligent avec des services associés. Donc on est en train justement de consulter les élus et la population concernée pour une fois de plus remonter les besoins en termes de services à implémenter sur ces candélabres. Puisque pour nous, entre guillemets, la gestion de la donnée, l'infrastructure est déjà en place, il ne nous manque plus que les capteurs, mais surtout d'avoir des services qui collent aux besoins des usagers. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ce que je trouve intéressant dans votre présentation, c'est que c'est plus du smart département, hein, que de la smart city. C'est vrai et ça, c'est assez nouveau, c'est-à-dire comment vous pouvez utiliser tous les progrès techniques et technologiques que l'on retrouve maintenant un peu dans les villes, mais appliqués finalement à un département, et particulièrement celui-là que par ailleurs je connais un peu, qui est effectivement intéressant et rural, mais vous avez un président de conseil général qui est tout à fait... voilà. Alors on a changé depuis les dernières élections. Oui, mais c'est vrai que c'est lui qui a initié ça. La vision de Jean-François Legrand. Voilà, Jean-François Legrand, il a eu quand même... c'est lui qui a monté ça depuis plusieurs années. Depuis 10 ans, depuis la création, c'est vrai que la Manche a toujours été moteur. Avec beaucoup de constance. On a été le premier département à être pratiquement 100% dégroupé au niveau de nos centraux téléphoniques. Si les projets se passent bien comme sur le papier, on devrait être le premier département 100% fibré, c'est-à-dire les 300 000 prises à l'horizon des 15 ans. Donc effectivement, tout ça aussi, bien évidemment, provient d'une vision politique d'un président de département qui avait cette vision, qui a toujours pensé que le numérique était un facteur de croissance et un élément essentiel. Et c'est vrai qu'on a la chance, on a le désavantage de ne pas avoir de métropole. On l'a vu encore hier quand la Normandie French Tech a été labellisée, donc Caen, Rouen et Le Havre. Nous, on est juste à côté. Mais effectivement, on n'en fait pas partie parce qu'on n'a pas de métropole. Mais on a la chance, du coup, d'avoir la compétence d'aménagement sur l'ensemble du département. Et ce qui évite aussi d'avoir une fracture trop grosse entre les villes et, je vais dire, entre guillemets, l'Internet des villes et des champs. Mais voilà, notre but, c'est vraiment d'amener ces usages et les infrastructures à l'ensemble du département, qu'il soit rural ou plus citadin. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Moi, j'en ai une, faire un parallèle avec le transport. Vous parlez d'une autorité pour réguler l'ensemble de ces données. Pour le transport, on en a, c'est les autorités organisatrices de transport. Et la vision que vous montrez là, c'est centraliser, ensuite ouvrir et faire de l'open data. Peut-être, alors ça, c'est une des solutions, hein, parce qu'effectivement, on voit par exemple sur Lyon, ils font Optimode, ils prennent l'information de tous les transporteurs et ensuite ils font de la mobilité avec, même la mobilité multimodale. L'autre modèle, ce serait le distribué, qui est plus compliqué. Mais je fais référence au discours de M. Estrosi hier. Il a parlé de solidarité. Imaginez des applications solidaires au sens où elles sont capables de communiquer pour échanger le minimum d'informations qui va les faire traiter un rôle transport. Ça peut être des perturbations, à titre covoiturage, etc. Enfin bon, il y a deux visions. Est-ce que vous avez réfléchi à l'autre ? En fait, le but de ce data hub et de ce gestionnaire public de la donnée, c'est pas tant de centraliser pour le plaisir de centraliser l'info, c'est vraiment éviter les silos. Éviter les silos de données, les silos de services qui ne communiquent pas entre eux. Même à l'intérieur des services d'un conseil départemental comme le nôtre, on commence à casser les silos aussi, les silos métiers, pour avoir des plateformes qui vont offrir de la donnée, la concentrer et aussi l'offrir aux différentes directions métiers. Donc c'est vraiment dans un but de décloisonner et d'éviter les silos et aussi de s'assurer que la collectivité garde quand même la main aussi sur ces données. On a vu des exemples de régies de différentes énergies où les collectivités du coup sont retrouvées entre guillemets privées de la donnée et ayant l'impossibilité de mettre la main dessus. Donc c'est aussi pour éviter aux plus petites collectivités entre guillemets de se retrouver privées de leurs données ou qu'elles puissent pas s'en servir. C'est surtout dans ce but-là et vraiment de faire redescendre la donnée aux citoyens et aussi de développer un écosystème d'applications. On parle d'informatique et de mutualisation, justement, à un moment donné, alors, justement, donc il faisait un point de tout ce qui
tout ce qu'il va y avoir dans la loi de transition énergétique, il y a ça, mais avec des partages qui sont plus ou moins flous. Et donc ça serait dommage. Là, vous avez fait quelque chose à l'échelle du département. Comment vous voyez des choses quoi, pour mutualiser et puis faire en sorte qu'on n'ait pas que tout le monde fasse quelque chose dans son coin. Bah, l'acte fondateur entre guillemets de Manche Numérique, ça a été déjà justement de rassembler non seulement le conseil départemental et l'ensemble des EPCI, donc 100% de la Manche. Donc on est déjà dès le début dans cette démarche de mutualisation. On a été encore plus loin depuis des ans avec la création de ce qu'on appelle la DUSI, la Direction unifiée des systèmes d'information, qui réunit la DSI du conseil départemental, notre compétence numérique, mais aussi à l'avenir les différentes DSI, typiquement de Cherbourg, qui est la plus grande agglomération urbaine au nord, et Saint-Lô. Donc on est dans cette démarche de toute façon de mutualisation des DSI, qui est inévitable de toute façon pour une question de coût, pour une question de compétences. Également, on propose aux plus petites collectivités justement d'intégrer ce qu'on appelle Cloud Manche, donc c'est un autre service dont j'ai pas parlé, mais qui se base une fois de plus sur notre infrastructure fibre et le fait qu'on a interconnecté les sites et notre data center pour proposer aux collectivités plus petites, typiquement de la boîte mail, de la sauvegarde externalisée, du poste de travail en ligne, voilà, tout ce type de service qu'elle ne pourrait pas s'offrir en propre parce qu'elle n'a pas le budget, parce qu'elle n'a pas les compétences. Donc on pousse dans cette mutualisation. Et pour revenir à ce qui est des compétences effectivement des différents organismes publics, c'est vrai qu'actuellement c'est encore un peu flou, même qu'est-ce qui va revenir aux régions après la fusion, qu'est-ce qui redescend au département, aux communautés de communes. Actuellement, c'est un peu le flou artistique. On sait que dans l'éclairage, ça reste de la compétence normalement des communes. L'électricité, c'est aussi normalement de la compétence des EPCI. Donc après, soit elle le gère en propre, ou soit en régie, ou soit elle le délègue. Voilà. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver à mettre en place tous ces schémas différents et ces différentes compétences avec les niveaux qui vont avec. Mais je pense qu'avec justement la mutualisation, c'est le maître mot de la mise en commun. Ouais. Je complète, je dirais que, admettons que la région ait la même idée que vous, voilà, et puis donc fait le même, va mettre en projet le même système. Du coup, ça fait quelque chose de redondant. Il y a toujours... Tout le monde va s'y retrouver. C'est pour ça qu'il y a l'histoire de maille et le numérique, c'est la transversalité et on casse les silos. Tout à fait, ouais. Que ce soit au niveau des entreprises, qu'au niveau des communes, départements, territoires, etc. Après, où est-ce qu'on place le curseur? C'est vrai que si on attend, il y a aussi des volontés politiques. Hein. Il y a des régions ou des territoires qui travaillent plus facilement entre elles, on le sait bien. Peut-être aussi à trop attendre au-dessus, on a plus de mal à démarrer. C'est aussi, nous on a la chance d'avoir la compétence sur l'ensemble du département. Effectivement, si on avait attendu de se mettre d'accord avec la région, surtout actuellement qu'elle est en train de fusionner entre la Haute et la Basse Normandie, ça commence à être compliqué pour travailler. Donc on aurait pris du retard. Et à un moment donné, effectivement, on est obligé d'arrêter, je dirais, la taille du projet pas arbitrairement, mais à une taille définie pour vraiment avancer et puis démarrer les choses. Mais effectivement, après, des ponts sont possibles. On a, typiquement, nous, avec Caen, on a beaucoup de projets en commun et on travaille là-dessus, mais on est toujours obligé d'arrêter une taille, à mon avis, au moins pour démarrer. Merci beaucoup et merci à vous deux. On vous applaudit et on passe tout de suite à une 4e séquence.